Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Benoît, ravi de te recevoir dans cet épisode de mon podcast qui donne la parole aux papas investis. Veux-tu bien te présenter? Merci. Je suis Benoît Onambele, je suis dans la quarantaine. Je suis papa de 3 formidables bouts de chou. Et dans la vie civile, je suis aujourd'hui serviteur de l'État français, mais dans des missions précédentes, j'ai été entrepreneur pendant quelques années. Et ça a été des moments à la fois exaltants, mais aussi riches en rebondissements, notamment par rapport à la question de la vie familiale. C'est pour ça que j'accueille avec grand plaisir le fait d'en parler, à la fois pour effectivement partager avec d'autres, mais peut-être aussi pour un peu exorciser, ou alors pour rester laïque, pour se confesser par rapport à des choses qui peuvent être drôles ou parfois un peu plus traumatisantes. D'accord. Quand t'es-tu senti être père? Ah, en réalité, pour nous les hommes, je pense que la matérialité de la chose, elle est au moment où on a le premier pot à pot, je pense. Parce qu'évidemment, au moment de l'accouchement, on voit cette présence, au moment de la grossesse, on la ressent. Mais pour moi, ça a été vraiment sur le pot à pot quand on m'a posé mon aîné et qu'on a eu ce moment tous les deux avec une. J'ai été submergé par tout cet amour, toute cette émotion, et puis c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie tellement c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est à ce moment-là, je pense. D'accord. Et comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de tes enfants? Peut-être après la naissance du premier? Oui, alors en fait, c'est marrant qu'on parle d'équilibre parce que quand on parle d'équilibre, on a spontanément envie de penser à quelque chose où les choses sont bien réparties de façon équitable, alors que parfois l'équilibre, ça peut être un état dans lequel, bon, voilà, on essaye d'avancer sans trop de dommages. Hmm. Donc, je le dis parce que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que même si je m'ai défini comme étant un papa très engagé, j'ai quand même conscience qu'au-delà de mes bons sentiments et de mes actes, le partage des choses n'est pas équitable et c'est probablement effectué autour d'impératifs concrets, de questions concrètes qui sont celles de beaucoup de couples, à savoir on arbitre en fonction des évolutions de carrière et aussi des questions matérielles, malheureusement. Donc, quel que soit le niveau de bonne volonté, je pense que l'équilibre reste encore quelque chose d'assez instable sur la question du partage des responsabilités parentales. D'accord. Et justement, à ce sujet-là, concrètement, comment as-tu pris ta place de père? Ben, concrètement, c'est essayer d'être honnête, par exemple, la nuit, ne pas faire semblant de ne pas entendre quand le bébé pleure, parce que je tiens à rassurer tout le monde, les hommes n'ont pas une oreille sélective. Je pense que la majorité des hommes entend le bébé pleurer à 2, 3 heures du matin, mais nous sommes nombreux à faire semblant de ne pas entendre et à ne pas nous lever. Donc le partage concret, c'est essayer le plus possible de ne pas utiliser son joker et se lever au milieu de la nuit parce qu'au tout début, les nuits sont
Et concrètement, quand on travaille et que la maman est en congé maternité, c'est peut-être la première manifestation d'une volonté de partage des responsabilités que de ne pas faire semblant de ne pas entendre. Mais voilà, se lever pour rassurer, pour donner le biberon le cas échéant. Donc voilà, très concrètement, c'était ça au début. Et puis après, rapidement, c'est de trouver justement, on revient sur la notion d'équilibre, de partage des tâches pour très concrètement aller déposer à la crèche ou à l'école. Et là encore, il y a une certaine forme d'honnêteté à avoir. Le parent qui dépose le matin à 8h ou 8h30, on va dire en termes de vie professionnelle, n'a pas le même impact que le parent qui vient chercher à 16h, 16h30 ou voire 18h pour les autres. Parce que pouvoir venir chercher l'enfant à 17h à la crèche ou à l'école, ça veut dire partir du travail à 16h. Je vois très peu de métiers dans lesquels on peut partir du travail à 16h sans avoir de dommages pour sa carrière. Donc ça veut dire, si on est honnête, de se dire, voilà, faut partager ces moments-là. Pour moi, je le dis avec beaucoup de franchise, j'ai souvent préféré déposer le matin à 8h. J'entends que les horaires classiques de travail du monde professionnel ne favorisent pas forcément l'équilibre avec le rythme scolaire, notamment avec les sorties d'école. Est-ce que tu as pris ton congé paternité? Oui, je l'ai pris, mais à mon époque, c'était quelques jours, hein, je crois 4-5 jours, je les ai pris. J'ai soldé aussi quelques congés, oui, absolument. D'accord. Et comment décrirais-tu ce moment? Comment as-tu utilisé ton congé paternité? Pour mon congé paternité, disons qu'il a principalement servi à établir du lien, à passer du temps avec mes enfants, à apprendre à nous connaître. Et voilà, c'est véritablement à ça que ça a servi, essayer d'être présent au quotidien pour aider. Et en ce sens, ça n'a absolument rien à voir, mais la période de confinement, la première que nous avons vécue, a été pour nous un moment, tout compte fait, dans cet enfermement et cette difficulté au quotidien que ça pouvait représenter, ça a été un moment très intéressant pour la vie familiale parce que ça nous a obligés à rester ensemble, à être présents, à parfois devenir les enseignants, mais du coup on a passé énormément de temps ensemble et à titre personnel, et ce n'est certainement pas vrai pour toutes les familles, mais à titre personnel, cette période-là a été une période rétrospectivement, bien sûr, parce que quand on était dedans, c'était pas évident, mais rétrospectivement, c'est probablement l'une des plus belles périodes de partage et de vie familiale parce qu'on a été ensemble pendant cette période qui a duré 3, 4, 5 mois. Et c'était, voilà, rétrospectivement, c'est formidable. Et puis, mes enfants et mon épouse ont aussi gardé à l'esprit. Comment s'est passée la reprise du travail de la mère? Quel a été son impact? En fait, très concrètement, nous nous sommes, je pense, comme beaucoup, posé les questions de l'impact sur les vies professionnelles. C'est-à-dire que, quels que soient les bons sentiments que peuvent avoir les entreprises, il est une réalité, c'est que malheureusement, pour beaucoup de mamans, on les trouve formidables dans leur carrière professionnelle avant qu'elles soient mères, et puis pour des raisons qu'on ignore, après, on les trouve moins performantes, moins disponibles, moins un peu tout, et donc de fait, on est un peu obligé de subir ce que beaucoup de femmes connaissent, un, en quelque sorte un déclassement, pas nécessairement fonctionnel au sein de l'entreprise, mais un déclassement dans la perception que peuvent avoir certains collègues ou la hiérarchie de la disponibilité de la maman. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a énormément marqué.
et qu'on a essayé de tenir, dont on a essayé de tenir compte dans nos choix. Mais je pense que voilà, ça me semble un peu important de, de vous le signaler, de partager ça, parce que je pense que nous n'avons pas été les seuls à le vivre. D'accord. Comment le couple s'organise lorsque l'un des enfants est malade? Qui prend les jours enfants malades? Alors, très concrètement, quand vous êtes à la crèche et que le matin, vous constatez que votre bébé a un peu de fièvre, ce que vous faites généralement, c'est que vous commencez par donner un peu de Doliprane. Comme ça, vous vous dites, on verra bien ce qui se passe. Et ça permet à chacun de se rendre à son travail. Sauf que vers 11h, 11h30, la crèche vous appelle en vous disant est-ce que vous avez remarqué que votre enfant a un peu de fièvre, il est peut-être malade? Alors là, vous répondez ah bon? Je ne le savais pas. Donc il y a beaucoup de familles qui le font. Donc je le dis avec peu d'humour. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette situation-là, il faut qu'il y ait un des deux parents qui se rendent pour aller récupérer l'enfant, pour le ramener à la maison, pour rester avec lui. Donc ça, très concrètement, je vous le dis avec beaucoup de franchise, ça a souvent été mon épouse qui s'est retrouvée dans cette obligation de devoir le faire. Après, on essaye de s'arranger, par la suite pour partager les jours qui suivent jusqu'au rétablissement. D'accord. Et le quotidien, le soir, comment ça se passe pour les repas, l'accompagnement pour les devoirs, le bain, voilà, Alors les là, différentes tâches. pour le coup, c'est quelque chose qui peut être partagé parce que on arrive quand même sur des créneaux horaires où, dans la majorité des entreprises, on arrive à être libéré autour de 18h30, 19h, ce qui vous fait une présence effective potentielle à la maison au moment où le bain se passe et au moment où on fait les devoirs, où on passe à table. Donc ça, ce sont des tâches qui arrivent quand même à être partagées parce que ce sont aussi des moments de joie, de complicité. Donc les difficultés sont moins dans ces moments-là parce que ce sont des moments de partage. Voilà. Les difficultés, elles sont plus effectivement sur des choses qui sont non prévues, comme la maladie ou ce genre de choses. Voilà, on arrive à partager, considérant que au quotidien, il peut être plus agréable ou plus reposant parfois de préparer le dîner plutôt que de donner le bain quand on n'a pas envie d'entendre des cris lorsqu'on en a plusieurs. Voilà, donc on essaye, je pense, de ce côté-là, on arrive quand même à partager les responsabilités. Mais pour être tout à fait honnête, il existe quand même sur ces moments de partage, un petit déséquilibre qui tient aussi de ce qu'on disait sur la disponibilité psychologique, si j'ose dire, parce que les enfants ont besoin de savoir que vous n'êtes pas uniquement présent physiquement, mais que vous êtes aussi présent psychologiquement et mentalement à leur côté. Donc, très concrètement, si vous voulez que ce soit des moments agréables, par exemple, il faut déconnecter. Voilà, il faut déconnecter. Donc, c'est aussi un aspect qui me semble important de souligner, mais il arrive à se faire. D'accord. Et c'est facile de déconnecter, Benoît? Ça dépend des responsabilités. Quand on est en entreprise et qu'on a des responsabilités, que vous avez un client qui vous appelle à 18h30 ou à 19h parce que vous le sollicitez depuis plusieurs jours et qu'il n'a que ce créneau-là pour vous, je peux vous assurer que vous laissez tout en plan et votre conjointe se retrouve à devoir gérer le repas qui est déjà au feu et les enfants qui sont dans le bain, et donc il faut garder à l'œil parce que à ces âges-là, il faut faire très attention. Non, concrètement, on n'arrive pas à déconnecter, c'est certain. Comment as-tu trouvé ton chemin de père entrepreneur par le passé, Benoît?
En fait, la clé, c'est partager, c'est expliquer, notamment aux enfants, partager en famille avec sa conjointe, son épouse, pour qu'en fait les moments soient le moins traumatisants possible. Voilà, le moins traumatisant possible, parce que ce qui est expliqué est mieux compris, est mieux partagé. Quand vous devez voyager, ben voilà, il faut anticiper, c'est vraiment ça un peu la clé. J'ai l'habitude de dire qu'il faut faire une équipe en fait, c'est-à-dire c'est quasiment c'est quasiment un projet entrepreneurial que d'être parent, où il faut mettre en place des process qui sont presque des process de management. Hein. On est un peu dans cet ordre-là, parce que, et c'est un peu la priorité que nous essayons de construire, c'est-à-dire il faut faire équipe, il faut partager, il faut dialogue, parce que c'est sûr que vous avez tellement d'imprévus parce que vous êtes en première ligne, euh, que le partage est la clé pour éviter d'avoir des frustrations inutiles qui vous rendront malheureux déjà dans votre vie personnelle et qui, dans votre vie professionnelle, vont vous empêcher de rencontrer le succès. Hmm. Quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de tes enfants? C'est un peu compliqué comme question parce qu'on y met beaucoup de choses. En fait, en réalité, je répondrai peut-être pas à votre question. Ce que je dirais, c'est simplement les aider à se réaliser eux-mêmes, à construire leur chemin et donc être quelque part quelqu'un qui les accompagne dans une certaine forme de maïeutique, si j'ose dire. Euh, Être à la fois un père, être à la fois un ami. Je dirais être un père et qu'à la fin de la vie, je sois un de leurs amis, en fait. Que notre processus d'échange, d'amour, de partage, nous amène naturellement sur ce chemin-là où au départ il y a ce moment fort dont je vous ai parlé au début, de ce pot à pot, de ce premier regard qui vous décroche les plus fortes émotions que vous puissiez avoir dans votre vie, un shoot d'émotions extraordinaire, et qu'en fait, à la fin de votre vie, il vous reste à la fois ce moment-là, et quand vous partez, qu'en fait vos enfants vous accompagnent, et qu'ils ne soient plus simplement vos enfants, mais qu'ils soient également vos amis, parce que vous avez réussi à, à les aider à devenir des femmes et des hommes qui, euh, qui ont beaucoup d'amour pour eux-mêmes et pour les gens qui les entourent. Voilà, peut-être le style de père que je souhaite être. Voilà. Alors, il n'y a pas de recette au quotidien, mais je pense que quand on a cet objectif d'amour, je pense que derrière, chacun se débrouille, en fait, en réalité, parce qu'il n'y a pas de recette quand vous avez des enfants, c'est faites au mieux. C'est peut-être ça, en fait, la véritable recette. Faire au mieux euh, et se débrouiller au quotidien pour que ça passe. D'accord. Si tu avais une baguette magique, comment ferais-tu pour qu'on aille vers une parentalité plus équilibrée, vers une meilleure reconnaissance de la place et du rôle du père? Alors, faut mettre le paquet dans les normes. Faut mettre le paquet dans les normes parce qu'aujourd'hui, les entreprises font ce qu'elles peuvent. Mais il faut qu'on soit plus ambitieux sur le congé paternité, par exemple. Il faut qu'on soit plus ambitieux parce que s'il n'y a pas d'obligation, les pères ne prendront pas leur congé paternité. Moi, ça me semble évident. Euh, Faire plus de place aussi dans la vie quotidienne au niveau entrepreneurial à la parentalité. Ça veut dire très concrètement quoi? Ça veut dire, il y a tout un débat aujourd'hui sur le télétravail.
Et c'est vrai que c'est important de réfléchir sur les conséquences du télétravail, que le télétravail a pu avoir sur la coupure des liens, notamment entre les salariés qui ne se voient plus, des choses comme ça. Mais le télétravail a monté son efficacité en termes de productivité. Ça peut pas être du tout au tout, parce qu'il y a un avantage en particulier, moi qui me tient à cœur sur le fait de laisser cette possibilité-là, c'est que ça a permis à des parents de pratiquer un peu plus leur maison, la présence, et ça permet par exemple d'être présent beaucoup plus vite pour accompagner les enfants faire du sport ou avoir une activité culturelle. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Il faut que le cadre réglementaire soit encore plus volontariste qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut qu'on continue de pousser très fortement pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'il faut plus d'incarnation de femmes qui réussissent dans l'entreprise, qui réussissent dans le monde politique, dans le monde associatif, pour que les modèles ne soient plus uniquement des modèles masculins. Parce que ça changera fondamentalement les choses si on a une société dans laquelle les femmes ont plus de place, alors les hommes, euh, en quelque sorte, pourront être libérés aussi de certaines obligations qui sont liées à des choix cartésiens qui sont faits. Si au sein d'un couple, on a plus de femmes qui ont une indépendance matérielle et qui, dans certains cas, dans plus de cas, représentent le plus de revenus pour la famille, on aura plus d'hommes qui seront dans des postures à devoir faire des choix de carrière pour s'occuper des enfants. Voilà, parce que très concrètement, quand il faut choisir, on regarde les feuilles de paye, voilà, dans le couple, et ben, malheureusement, la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont des revenus moins importants. Et donc, ce sont les femmes qui sacrifient leur carrière. Donc, si on agit pour plus d'égalité professionnelle, plus de femmes dans des grandes responsabilités, et qu'on a une société dans laquelle il y a une véritable égalité salariale, eh bien, on aura plus d'hommes qui prendront leur congé paternité, qui se mettront à 4/5e ou qui se mettront à mi-temps pour s'occuper des enfants. Je pense que c'est aussi là qu'il faut agir, parce que malheureusement, le portefeuille, ça compte. Et quand on doit choisir qui prend du recul dans son projet professionnel, aujourd'hui, malheureusement, c'est trop souvent les femmes. Merci Benoît de mettre en avant ce point important, l'impact de la feuille de paie sur les décisions liées à la parentalité. C'est vrai qu'agir sur les inégalités salariales permet d'agir aussi sur qui dans le couple va travailler à temps partiel. Les études le montrent bien, ce sont en majorité les femmes qui travaillent à temps partiel parce que ce sont elles qui ont le salaire le moins élevé dans le couple. Ce qui pousse le couple à privilégier la carrière de l'homme. Je vais te demander quelle héroïne aurais-tu aimé être ? Oh. Ah oui, là je t'avoue que effectivement, quelle héroïne j'aurais aimé être? Je ne me suis pas posé la question. Est-ce qu'il y a une femme inspirante à laquelle tu penses à chaud ou quelqu'un qui t'a marqué tout au long de ton parcours de vie? Alors, je suis un peu gêné parce que je vais parler de quelqu'un qui est une contemporaine avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Euh, mais je pense qu'on a besoin de modèles, on a besoin de rôle modèles, on a besoin de femmes puissantes, de femmes qui ont des parcours diversifiés et qui montrent qu'on peut réussir dans l'entreprise, qu'on peut réussir dans le monde associatif, qu'on peut réussir dans le monde politique également. Et peut-être que parmi nos contemporaines, je vous dirais que je suis assez impressionné
par le parcours d'une femme comme Elisabeth Moreno. S'il faut aller parmi celles qui ne sont plus des nôtres, je prendrai l'exemple d'une Rosa Parks. Voilà, peut-être je penserai à ces deux femmes-là pour des qualités qui sont un peu différentes. Concernant Rosa Parks, les raisons en sont évidentes et sont liées à l'aspiration à plus d'égalité, plus de justice concernant bien évidemment les femmes, mais aussi des questions d'égalité et de justice en ce qui concerne les femmes et les hommes qui sont victimes de discrimination. D'accord. Benoît, c'est bientôt la fin de notre interview. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce que je suis un papa heureux? Es-tu un papa heureux, Benoît? Absolument. Heureux, fier de ces petits bouts. Et j'ai hâte qu'on continue notre parcours ensemble. Je suis heureux de les avoir et heureux d'être accompagné dans ce parcours par mon épouse. Et je pense que, alors évidemment, c'est quelque chose de très personnel, mais je pense que si je peux être un bon père aujourd'hui, c'est très certainement parce que j'ai eu un bon père moi aussi. Et ça aussi, c'est très important qu'on songe à ces cercles vertueux, parce que c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a inspiré et qui continue de m'inspirer que peut-être, en tout cas je l'espère, je réussirai à être le papa que je souhaite être toute ma vie. Très beau, très belle conclusion, pleine d'émotions. Merci d'avoir bien voulu partager ton chemin de père. J'ai noté ce premier regard, ce pot à pot à la maternité que tu n'es pas prêt d'oublier. Merci surtout à toi de prendre cette initiative. Il nous faut plus d'initiatives comme celle-ci parce que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une lutte sans fin et c'est grâce à des initiatives telles que la tienne que nous arrivons à avancer concrètement dans le partage au quotidien des tâches et des responsabilités au sein de la famille. Parce que même pour des militants de cette cause de l'égalité, au quotidien dans nos familles, l'égalité réelle n'est pas encore présente. Mais voilà, donc bravo à toi, merci, il faut poursuivre pour qu'enfin on puisse l'atteindre et ça passe par des dialogues et des échanges tels que celui que tu proposes et vraiment merci de le faire et tu as tous mes encouragements et je continuerai d'aider tel que tu le souhaites pour qu'on puisse, je l'espère, dans notre génération, porter ce fardeau que nous héritons des précurseurs et que, voilà, il faut bouger et concrètement. Voilà, le temps est à la matérialisation concrète des choses. On n'est plus simplement au temps des discours, on est au temps des actes. Encore merci Benoît. Nous nous quittons donc sur cet engagement à ne rien lâcher et à prendre sa place de père par des actes concrets au quotidien. J'ai également retenu la nécessité d'être plus ambitieux sur le congé paternité et de lutter contre les inégalités salariales. Tout cela, c'est pour créer un cercle vertueux de l'égalité et de la parentalité équilibrée. Merci encore. À toi. Bien à toi. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.